Nous espérons que les Russes ne viendront pas ici. Il vaut mieux ne pas avancer dans cette direction du front. Il vaut mieux que notre peuple les chasse. Nous faisons la ligne de défense de secours au cas où. Tout peut arriver. Le principal problème est que les capacités techniques de reconnaissance de l'ennemi ont augmenté. Il s'agit en premier lieu d'engins spatiaux, d'avions et de drones. Nous recevons des informations des unités concernées sur l'heure de leur survol et prenons des décisions afin de protéger notre personnel. Ah voilà, Solène Rioux, des tranchées ici pour se protéger. On n'a pas les mêmes moyens d'un côté comme de l'autre. Non, mais rien d'étonnant. Et de l'autre côté aussi, ça a été fait, les tranchées. On se rappelle de cette ligne Sourovikine, du nom du célèbre général Sourovikine, qui a permis notamment à la Russie de résister face à la contre-offensive ukrainienne qu'on annonçait fulgurante. Il y avait cette ligne Sourovikine avec 6 niveaux de défense. Les tranchées, en effet, donc on le voit, ça n'est pas que du côté ukrainien. Il y avait les fossés anti-chars, il y avait les dents de dragon et j'en passe. Mais ça, c'est vrai qu'on le constate actuellement sur le front et c'est un peu surprenant, peut-être qu'ils aient tant attendu. Ça n'a pas commencé maintenant, hein. Il y a des tranchées qui sont construites depuis bien longtemps, mais en effet, de nouvelles tranchées sont construites ces dernières semaines, et notamment énormément dans la région de Kharkiv, de Kupiansk. C'est vrai, et il dit quelque chose de très intéressant, ce monsieur qui est en train de creuser la tranchée. Il dit, il ne faut surtout pas que les Russes viennent ici. Là, on n'a pas le temps, on attend les ordres, on attend la suite, Oleg Skolbev. Tout ce que je peux répéter, c'est que oui, ça ressemble beaucoup à la guerre de 14. Oui, moi je le répète depuis la contre-offensive qui est très, très décevante il y a maintenant un peu plus d'un an. Et je pense quand il dit que les Russes ne viennent pas ici, c'est une manière de dire voilà, nous sommes là, j'y suis, j'y reste, nous tiendrons. Je pensais plutôt dans. Vous croyez que c'est ça? Je pense que cet individu-là, oui, ce soldat, vraisemblablement, mais de toute manière, dans une guerre de position comme ça, il est très, très, très difficile d'analyser quoi que ce soit ou de prévoir surtout quoi que ce soit, parce qu'on avance de quelques mètres, on recule de quelques mètres. Ça se joue toujours depuis le début de cette contre-offensive de cet été de 2023, ça s'est joué effectivement, comme vous le dites, à quelques mètres. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de percée fantastique. Tout a été très marginal, effectivement. Alors, est-ce qu'un moyen de sortir de ces avancées marginales non spectaculaires, ce serait par la voie des airs? Et par la voie des airs, j'entends avec les F-16, on en veut cet article du Business Insider. On va le regarder ensemble si vous le permettez. Regardez. C'est le service ukrainien qui le rapporte à un média à l'intérieur cité par Business Insider. Et le service ukrainien dit à ce média, Voice of America, on va vous montrer cette citation. Nos pilotes sont très impressionnés par cet avion. Il a tout simplement dépassé leurs attentes, même avec la quantité d'informations qu'ils ont reçues pendant la formation. Ils voient déjà de grandes perspectives, un grand potentiel quant à la façon dont cet avion aidera notre force aérienne. Pourquoi disent-ils cela ? Parce qu'il y a déjà plusieurs mois que des pilotes ukrainiens sont formés à la fois en Europe sur ce système américain et que le F-16 a plusieurs spécificités. Alors certes, nous n'avons pas aujourd'hui de militaires sur ce plateau. Néanmoins, Vincent Crouzet, vous connaissez aussi le F-16 et c'est pour cela que je me tourne vers vous. En quoi est-ce que les avions peuvent changer la donne dans ce genre de guerre, notamment guerre de tranchées, guerre où il y a des renforts très importants sur le terrain, sur la terre ? Pourquoi un F-16 ? Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Alors deux choses. D'abord pour des frappes à longue distance avec des missiles Maverick, Storm Shadow ou Scalp. Encore faut-il d'ailleurs que les F-16 soient compatibles avec les systèmes Storm Shadow ou Scalp. Ça c'est un autre problème parce qu'on parle beaucoup en fait de la machine qui vole mais assez peu des munitions qui sont embarquées. Oui. J'imagine évidemment que tous les états-majors sont dans ces réflexions-là. Mais on se focalise beaucoup sur les avions et moins sur le missilier. Donc déjà ça c'est dans un premier temps, et puis surtout le F-16 apportera une maîtrise en fait de l'air, c'est-à-dire dans le combat aérien. Les F-16 sont supérieurs en fait à leurs homologues, aux appareils de même génération russe, en termes notamment de vélocité et de capacité à frapper des appareils à 200-300 km à travers des missiles air-air et notamment le M7 Sparrow. Et à ce titre-là, ça va conférer tout de même aux forces ukrainiennes un avantage considérable. Au-delà
au-delà des frappes sur le terrain. Solène Rioux, quand on a préparé cette émission, bien sûr, on s'est renseigné un peu tout de même sur les F-16, même si on n'est pas totalement militaire. Intérêt, air-air, ça veut dire qu'on frappe dans les airs, air-sol, sol-air. C'est intéressant aussi, ça pour cela. Évidemment, et c'est pour ça que les Ukrainiens les demandent depuis bien longtemps. Alors ça a été une ligne rouge pendant longtemps pour les Occidentaux. D'ailleurs, on rappelle qu'il y a eu beaucoup de lignes rouges qui ont été franchies les unes après les autres. Et c'est ce que regrettent les Ukrainiens, en fait. Ce qu'ils disent, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ce feu vert pour les F-16 il y a de ça 1 an, même plus. Et comme ça, on aurait pu avoir ces avions de chasse, ces avions de combat pour la contre-offensive de l'été et de l'automne 2023. Et eux sont persuadés que s'ils avaient pu avoir les avions et en effet la maîtrise du ciel qui est si importante dans une guerre, eh bien ils auraient pu avoir une contre-offensive plus efficace. Alors avec des si. Oui, on refait le monde, effectivement. Exactement, donc on n'en sait rien. S'ils arrivent pour le printemps, évidemment, de toute façon, tout est toujours bon à prendre. J'ai tendance à dire, beaucoup moins optimiste que Vincent, mais malheureusement, ce sera trop tard, en tout cas pour l'instant, et vu l'état du terrain. Et puis surtout, on a le sentiment que les dates d'arrivée de ces avions F-16 ne font que être retardées, ne font que reculer dans le temps. Donc ça reste problématique. On sait que les formations, évidemment, avancent. On sait que les Ukrainiens, que les attentes des Ukrainiens ont été dépassées, qu'ils sont impressionnés par l'efficacité des avions. Et que, maintenant, ils n'attendent qu'une chose, c'est de les avoir sur le terrain. Oui, mais en même temps, une fois qu'on a les avions sur le terrain, on est encore en train d'être formés pour ces pilotes, pour être totalement opérationnels. On imagine que c'est pas du jour au lendemain. Ce que disent les Américains, entre autres, c'est qu'ils sont impressionnés par les capacités d'adaptation et d'apprentissage des Ukrainiens sur les F-16. On a quand même pris des pilotes qui étaient parmi les meilleurs pilotes ukrainiens, des pilotes qui parlent anglais, donc qui peuvent comprendre particulièrement bien les formations. Et qui ont reçu en plus des cours d'anglais. Voilà, par les Américains. Oui, c'est vrai, qui ont reçu, et aussi par les Britanniques d'ailleurs. Donc forcément, tout a été mis du côté des Ukrainiens pour qu'ils réussissent cette formation et qu'ils réussissent ensuite à s'adapter sur le terrain. Mais ça reste encore à voir. J'attends de voir comment ça va se passer, mais ça va prendre du temps quand même. Vincent Crouzet. Moi, je trouve que la latence de la formation, en fait, a bon dos. Vous trouvez ? Ah oui, parce que si on avait été imaginatif et si on avait vraiment voulu aider les Ukrainiens, on aurait monté en fait une escadre de mercenaires, je mets entre guillemets, de pilotes de la retraite de l'US Air Force ou de la Navy. Il y avait énormément de volontaires pour le faire. C'était extrêmement facile, ça se faisait très vite. Mais là, ça pose la question de la co-belligérance. Oui, mais non, parce qu'ils sont les Russes en face, ils utilisent, on l'a vu il y a très peu de temps, ils utilisent des Népalais, ils utilisent Wagner, utilisent énormément de nationalités différentes. Pourquoi pas des Américains côté ukrainien? On a des volontaires au sol. On a des volontaires étrangers au sol. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'un point de vue du droit international, Guerre mondiale, il y avait on n'en est pas là. les Flying Tigers en Chine. Absolument, Oui, mais Seconde Guerre mondiale, vous nous parlez d'un temps, nous ne sommes pas sur cette Troisième Guerre mondiale. Attention à la co-belligérance. Nous parlons là aussi d'un point de vue légal, diplomatique. On peut toujours dire ils ne sont pas à nous, c'est des mercenaires. Voilà, c'est ce que dit Vincent, ce sont des volontaires en fait. Donc évidemment qu'il faut faire très attention à la co-belligérance. C'est le langage que tient Poutine depuis 2014 en disant que les petits hommes en vert en Crimée ou les soudards au Donbass et en Lugansk ne sont pas à nous. Et puis on sait qu'il y a énormément de mercenaires étrangers, y compris européens et français, qui vont combattre aux côtés des Ukrainiens de leur propre chef et qui n'ont absolument pas été envoyés par la France ou les États-Unis. Et c'est ce que j'imagine, vous imaginez Vincent quand vous Vincent Crouzet, volontaires. Ah oui, non mais pour moi c'est aussi en termes d'ingérence, d'implication. Fournir des F-16, c'est un geste très fort. Je ne vois pas pourquoi on empêcherait des pilotes américains qui seraient volontaires en fait, de prendre la commande de ces F-16, des gens chevronnés, et qui le feraient de manière individuelle. Enfin. Vous ne trouvez pas qu'il y a un pont entre fournir des F-16 à des Ukrainiens qui vont les utiliser pour combattre, à fournir des F-16 avec des Américains volontaires pour combattre? On est dans l'hypocrisie. Oui. Vous trouvez? Bien entendu, on est dans l'hypocrisie. Absolument. Développez, expliquez-nous. Mais non, mais je veux dire, si on veut être efficace, non, mais si on veut être efficace demain, ça fait quand même le débat sur les F-16, ça fait 14 mois qu'on l'a. 14 mois en fait pour déployer une dizaine, une vingtaine, 60 F-16 en fait sur l'Ukraine. C'est grotesque. On est en 2024. Les Flying Tigers pendant la Seconde Guerre mondiale, en quelques mois ils se sont déployés, en plus sur des terrains beaucoup plus compliqués. Donc c'est une question de volonté politique. Mais oui, rien à rajouter, oui. Les Flying Tigers, c'était 5 ans ou 4 ans ou 5 ans avant Pearl Harbor. Donc officiellement, alors je parle encore une fois du point de vue du droit et pas vraiment de l'histoire. Oui. On peut toujours dire si un pilote américain est abattu, comme en Chine en 1937, ou maintenant on peut dire non, il n'est pas à nous, il a un passeport ukrainien, et puis voilà. Il n'y a pas casus belli.
Bon. Donc, effectivement, moi je suis d'accord, il y a beaucoup de... on a peur du côté occidental, à la frilosité. Valérie Je cherchais le mot. Peut-être Voilà. le mot de la frilosité, il est pour vous, Valérie Nataf. Parce qu'on le voit depuis le début, l'Occident est en retard par rapport évidemment aux demandes ukrainiennes et par rapport même à ce qui se passe sur le terrain. Donc il y a une forme de frilosité, de réserve. Certains appellent ça l'esprit de Munich, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, les Ukrainiens sont bien seuls.